Je vais juste faire quelques remarques qui essayent de rebondir un peu sur ce qui s'est dit, mais aussi en mobilisant d'autres études de cas, en particulier dans le domaine de l'action sociale et médico-sociale, comme dans le domaine de l'éducation populaire. Bon, je pense que le premier constat que l'on peut faire, c'est que, là Géraldine pourrait confirmer, mais dans le monde associatif, il y a à peu près 90% des restructurations qui échouent. Alors, elles n'échouent pas de manière aussi visible. Hein. En gros, il y a 3 temps qui sont très souvent identifiables. Le premier temps, c'est effectivement la résistance des salariés, que les managers vont bien sûr s'efforcer de réduire au plus vite, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc après, il y a un deuxième temps qui est plutôt la résignation des salariés, hein, qui disent bah, de toute façon on ne peut pas faire autrement, donc il faut qu'on s'embarque là-dedans. Et puis ça finit non pas en des récriminations, mais plutôt en des dysfonctionnements récurrents, hein, c'est-à-dire ces impressions de malaise, de stress, de pression, d'incompréhension, qui sont localisées et qui donc de fait s'expriment très peu, mais pourrissent l'ambiance de l'association qui a procédé à ces restructurations. Donc je crois qu'il faut partir d'abord de là, hein, c'est que l'immense majorité des restructurations, malgré toutes les précautions prises par les gestionnaires avisés, ne marchent pas. Pourquoi est-ce qu'elles ne marchent pas? Il me semble qu'il y a plusieurs raisons qui s'esquissent. La première raison, elle est peut-être interne aux associations. En tout cas, nous, on l'a rencontré dans un certain nombre d'associations. Vous prenez par exemple les associations d'éducation populaire, il est très difficile pour des raisons culturelles dans ces associations de procéder à des moments qui sont des moments de décision difficiles, hein, qui vont impliquer par exemple des conséquences sur l'emploi. Et donc, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'il y a une certaine tétanisation devant ces décisions. Et finalement, on attend d'être rappelé à l'ordre par l'extérieur, par exemple un jugement qui va intervenir et qui va obliger à agir. Mais très souvent, on a un retard à l'allumage décisionnel, si j'ose m'exprimer ainsi, qui est propre aux associations, parce que finalement, dans un certain contexte, les décisions sont très ardues à prendre. Et donc, plutôt que de les prendre par des acteurs internes, on attend finalement que l'extérieur vienne trancher et vienne d'une certaine façon obliger à bouger, hein, ce qui fait qu'on réagit souvent trop tard, de manière très très lente par rapport à ce qui serait nécessaire pour garder une capacité stratégique, comme ça a été indiqué tout à l'heure. Les autres raisons pour lesquelles il y a des restructurations qui sont aussi d'actualité dans le monde associatif sont plutôt des raisons externes, donc justement, et non pas des raisons qui tiennent au fonctionnement des associations. C'est d'abord la généralisation, ça a été dit à propos du secteur de la petite enfance, mais on trouve ça dans beaucoup d'autres secteurs, de la régulation concurrentielle, hein, qui est une régulation très différente des régulations historiques qu'il y avait dans les mêmes champs d'activité, hein, et donc mécaniquement, c'est ce qui nous a été dit pour la Bretagne, hein, ce type de régulation procédant par exemple par appel d'offres va évacuer les acteurs qui n'ont pas une certaine taille et qui n'ont pas une certaine standardisation de leur production, hein, au profit effectivement d'intervenants qui procèdent presque par franchise, comme on pourrait dire de Léo Lagrange. Donc on a des effets de cette régulation concurrentielle, et puis on a un troisième raison qui est très présente dans l'action sociale, c'est que l'obnubilation de la technocratie éclairée, par exemple dans les ARS, c'est de réduire le nombre d'associations. Ce qu'on entend toujours, c'est ah ben de toute façon on n'y comprend rien, hein, il faut qu'on réduise par 10, par 100, ça dépend du technocrate auquel on cause, mais c'est toujours réduire le nombre d'associations parce que c'est pas fonctionnel. Et alors, il y a une fascination, c'est la fascination des grands ensembliers qui, sur une région, pourraient effectivement enfin rationaliser l'offre associative. Alors là, je renverrai ceux que ça intéresse et celles que ça intéresse à l'un des cas qu'on a essayé de détailler dans le livre sur l'association sociologie et économie, c'est qu'on a un exemple qui était considéré comme l'exemple emblématique par les pouvoirs publics régionaux, hein, qui s'appelle les Genêts d'Or en Bretagne. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que cette association qui était considérée comme
un modèle au niveau de la gestion s'est écroulé en 3 mois avec des abus de biens sociaux qui ont été ensuite considérés comme très importants. Comment c'est possible, si vous voulez que... Mais c'est un peu la même chose que l'ARC, d'une certaine façon. Comment c'est possible que des associations qui étaient contrôlées, mais qui non seulement étaient contrôlées, mais étaient considérées d'une certaine façon comme des modèles par les tutelles, soient justement en interne des associations dans lesquelles l'objet social a été complètement privatisé par un clan, mais un clan qui se revendiquait de l'économie sociale et solidaire, de tout ce qu'il faut aujourd'hui, hein, donc qui paraissait tout à fait à même de mener cette activité d'ensemblier. Et on voit bien que là, il y a une difficulté de tout ce qui est les tutelles associatives à réellement comprendre ce que sont les fonctionnements associatifs. Donc il y a une pression aux restructurations, et cette pression à la restructuration, elle est basée sur une très grande ignorance finalement de ce que sont les associations et une réduction de ces associations à un certain nombre de nécessités de rationalisation organisationnelle. Hein. C'est le gros problème qui a été aussi bien mentionné, me semble-t-il, par Vincent de Coljac et d'autres, hein, c'est que on réduit des associations à des organisations qui devraient être performantes comme n'importe quelle autre organisation, et de fait, on oublie une autre dimension qui est constitutive de ces associations, qui est la dimension qu'on peut appeler la dimension de projet, mais qu'on peut aussi appeler, en termes plus théoriques, la dimension institutionnelle. Et cette dimension institutionnelle, elle est systématiquement ignorée à la fois par les personnes qui mettent en œuvre des restructurations en interne, mais aussi très souvent par ceux qui les réclament en externe. Et donc ça génère des phénomènes qui étaient mentionnés tout à l'heure aussi de banalisation, de mimétisme, d'isomorphisme institutionnel, comme on dit un peu dans notre jargon, c'est-à-dire que, en fait, il y a 2 gros modèles. Les associations sont envisagées, soit on est plutôt dans le modèle entrepreneuriat social, donc il faut que ça soit des vrais business, hein, soit est envisagé dans le cadre d'un service public modernisé, et là c'est les outils du New Public Management qui gouvernent et qui centrent l'ensemble des reportings sur les notions d'efficacité et d'efficience, en oubliant complètement les questions de légitimité qui étaient notées tout à l'heure. Donc on a finalement, là je crois, le paysage qui nous explique un petit peu pourquoi est-ce que la très grande majorité des restructurations ne marchent pas, parce qu'il y a un jeu de dupes, hein, qui ne fait que amplifier déjà les incompréhensions internes aux associations. Parce que le propre des associations d'action sociale, c'était dans le temps, entre guillemets, que c'était des gens du métier qui accédaient au poste de dirigeants d'établissement et de dirigeants d'associations. Depuis les années 80 et la professionnalisation gestionnaire, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, sans connaître justement tout ce qui est de l'ordre des professions. Et donc, on a de toute façon une rupture culturelle, là encore, entre cette nouvelle race de gestionnaires, si j'ose m'exprimer ainsi, et les professionnels. Déjà, ils ne se comprennent pas. Mais le fait qu'on soit dans des contextes de restructuration accentue encore cette incompréhension, puisque les uns sont focalisés sur les indicateurs organisationnels, et les autres essaient de défendre, non sans corporatisme, c'est vrai, mais l'idée qu'il y a un métier, qu'il y a une mission, et que tout n'est pas à ramener à la rationalisation organisationnelle. Donc une fois qu'on a dressé un peu ce paysage de cendres et de désolation, qu'est-ce qu'on peut peut-être envisager à partir de ce qui s'est dit comme levier pour que les restructurations en association soient moins dramatiques? Bon, je reprendrai ce qui a été dit. Première chose, ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire sortir de cet isomorphisme marchand ou non marchand et essayer d'envisager ce qui est le propre de l'économie associative. C'est-à-dire, en fait, d'avoir plusieurs piliers qui peuvent contribuer à l'équilibre économique, des piliers du côté du marché, des piliers du côté de la redistribution, mais aussi de la réciprocité. Je prendrai un exemple qui suit ceux qui étaient donnés à l'instant. Il y a 2 ans, moi, je discutais avec des organisateurs de festivals au Danemark, et en fait,
il y a quelques grands festivals de musique qui existent au Danemark et en Suède. Il y en a beaucoup qui sont en train de disparaître. Et l'un de ceux qui, du point de vue économique, présente les meilleurs résultats, c'est le festival de Roskilde, qui présente la caractéristique, en fait, d'avoir une équipe permanente qui travaille toute l'année sur la réalisation de ce festival, mais pour animer une équipe de plusieurs centaines de bénévoles. Donc finalement, cette façon de prendre appui sur les spécificités économiques associatives permet d'avoir des résultats, y compris en termes strictement marchands, qui sont meilleurs que beaucoup d'autres festivals. Donc je pense qu'il y a ce premier levier, c'est-à-dire d'essayer, dans les restructurations, de prendre appui sur les formes d'économie plurielle et d'équilibre économique reposant sur l'hybridation des ressources qui sont propres aux associations et ne pas tomber justement dans le fait de devenir un sous-ensemble du marché ou un sous-ensemble du service public. Le deuxième point qui me paraît tout à fait essentiel pour essayer d'aller à l'encontre de cette rationalisation organisationnelle qui, je le répète, ne marche pas, c'est de réintégrer, ce qui a été dit aussi tout à l'heure, la profondeur historique. C'est-à-dire qu'une association, c'est une épaisseur historique. Et en fait, le seul moyen que des restructurations puissent réussir, c'est que ce soit un moment, il peut y en avoir d'autres, dans lequel les acteurs se ressaisissent de cette épaisseur historique. Pas forcément pour la reproduire, mais pour comprendre le système social dans lequel ils sont pris, dans lequel ils sont forcément inscrits, dans lequel ils sont insérés. Et ceci, ce n'est pas simplement un ensemble de tâches à réaliser et un ensemble de prestations, c'est aussi, et là on revient à tout ce qu'ont dit les grands auteurs sur les associations, depuis Tocqueville jusqu'à Durkheim, c'est le fait qu'il faut à ce moment-là se donner les outils analytiques pour penser ce qui est le propre de l'association dans son histoire. Et si on reprend le fil de Durkheim, ce qui caractérise les associations par rapport à des entreprises privées, c'est qu'elles ne sont pas basées sur un contrat, mais elles sont basées sur quelque chose qui excède le contrat et qui est de l'ordre de la solidarité. Cette solidarité, elle peut s'exprimer selon de multiples formes. Vous avez des solidarités qui se configurent plutôt sur un mode domestique, la solidarité renvoyant à la famille élargie. Vous avez des solidarités qui relèvent plutôt de l'auto-organisation, de l'entraide mutuelle entre des gens qui sont concernés par le même problème, comme les parents qui avaient organisé les crèches au départ, maintenant disparus. Et puis, il y a des notables qui organisent pour répondre à des problèmes sociaux qu'ils ont identifiés, des actions pour des bénéficiaires, donc ça c'est plutôt de l'ordre de l'aide sociale. Et puis il y a des associations qui sont plutôt parties de mouvements sociaux, avec l'idée de vouloir changer des choses dans la société. Quand ces histoires, toutes basées sur la solidarité, mais basées sur des registres d'action différents, sont réintégrées, ça permet de comprendre de manière concrète quelles sont les formes des légitimités qui ont été en acte dans l'histoire de cette association singulière. Parfois, tout se joue autour d'un registre singulier, d'autres fois, plusieurs registres peuvent s'agencer dans l'histoire, mais en tout cas, il s'agit de ne pas considérer que le projet, si vous voulez, est une espèce de discours auquel on se réfère dans des rituels, mais de considérer que le projet est véritablement une histoire de l'association et qu'il faut retrouver comment est-ce qu'il s'est illustré dans l'ensemble de l'histoire, parce que c'est en essayant de jouer sur à la fois cette histoire institutionnelle et la dimension organisationnelle que l'on va pouvoir éviter la multiplication des effets pervers dans les restructurations comme dans d'autres moments. Donc il me semble qu'il faudrait presque retrouver finalement, au-delà des préconisations qui sont toujours les mêmes du point de vue organisationnel, il faudrait retrouver ce qu'on pourrait presque appeler le code génétique de l'association, parce que cette association, c'est un corps vivant. Et donc, si on veut que ce corps vivant ne soit pas uniquement dans la reconduction des faits pervers récurrents, il faut comprendre de quoi il est fait. Et sinon, on en arrive finalement à
reproduire les difficultés. Je prendrai un autre exemple très rapidement, Emmaüs. Emmaüs, prenons une fédération de l'UCC Emmaüs, périodiquement, les acteurs réclament de la centralisation, en disant ça suffit, c'est le bordel, tout le monde fait ce qu'il veut au niveau local, il faut vraiment qu'il y ait une autorité qui s'installe au niveau central. Si vous écoutez le discours des acteurs, vous dites en tant que gestionnaire, mais effectivement, il faut aller dans ce sens-là. Or, si vous lisez l'histoire de l'UCC Emmaüs, vous vous rendez compte que tous les managers qui ont essayé de centraliser, c'est-à-dire de répondre à la demande explicite des acteurs de base, se sont fait virer dans les 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, si vous lisez une histoire à travers les registres d'action que j'indiquais, et en essayant de croiser les discours et les dispositifs réellement mis en œuvre, vous allez avoir une vision différente de ce qu'est l'association. Et vous verrez par exemple qu'il y a un trait caractéristique de cette association qui est la constante contradiction entre des demandes explicites de centralisation, et le fait que cette centralisation soit insupportable parce que les gens tiennent à leur autonomie à la base. Et à partir de ça, effectivement, ne serait-ce que ce simple constat, je schématise à l'extrême, va vous donner une grille de lecture pour une restructuration éventuelle qui va être très différente de celle que vous auriez si vous n'aviez pas opéré ce décryptage d'une certaine façon de comment les discours et les dispositifs sont entremêlés, parfois en étant en contradiction les uns avec les autres. Donc, premier point, l'économie plurielle, l'hybridation entre les ressources. Deuxième point, l'analyse de la profondeur historique. Troisième point, me semble-t-il, la question des outils de gestion. Finalement, on disait tout à l'heure, il faudrait arriver à concilier les logiques gestionnaires et éducatives, mais un premier élément de réponse était apporté ensuite, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'il faut constituer aussi des outils de gestion qui soient des outils de gestion non imposés pour que justement ces logiques puissent se concilier. Et c'est tout l'intérêt d'arriver à constituer des observations participatives et partagées, pour reprendre les termes qui étaient employés, mais en fait de travailler sur l'outillage de gestion. Et là, je pense que nous sommes en retard par rapport à d'autres contextes. Je pense par exemple que l'ensemble des travaux qui ont été faits au Brésil sur la question de la gestion sociale et de la technologie sociale nous amènent à avoir des éléments sur ce que peut être un outillage de gestion qui soit véritablement adapté à la spécificité associative, sur lequel aujourd'hui nous avons encore peu avancé, avec le fait que par rapport à la manière dont sont situés dans l'entreprise les acteurs internes et les parties prenantes externes, il faut bien voir qu'il y a des recompositions du fait que l'on est dans une association. Par exemple, tout à l'heure, je citais 2 types de registres d'action. Si vous êtes dans l'entraide mutuelle, les usagers sont forcément des acteurs internes, mais si vous êtes dans l'aide sociale, dans lesquelles les promoteurs sont différents des bénéficiaires, à ce moment-là, les usagers se retrouveront dans les parties prenantes externes. Donc les modes de construction de l'association vont aussi délimiter ceux qui sont considérés comme les acteurs internes et ceux qui peuvent être considérés comme les parties prenantes externes. Et de ce point de vue-là, les multiplicités de configurations associatives sont à différencier, à mon avis, des partages qui sont faits dans l'entreprise entre ces 2 catégories. Le point qui va avec celui-là, me semble-t-il, c'est également le fait d'arriver à partir des restructurations, de travailler à la fois à la réappropriation de ce qui fait la légitimité historique, mais aussi, et c'est un peu ce qui était abordé tout à l'heure en termes d'action, ce qui peut relégitimer l'association dans le présent. Et là, c'est effectivement comment est-ce que l'association qui s'est souvent bureaucratisée, comment est-ce qu'elle peut réintroduire aussi des activités qui soient plus orientées vers l'expression des usagers, qui soient plus vecteurs de coopération entre les différentes catégories que je viens de citer rapidement. Et je crois que l'un des éléments, peut-être on va le voir tout à l'heure dans la deuxième partie de la discussion, qui est en train d'émerger dans les associations,
c'est des restructurations qui soient moins subies et qui soient plus volontaires à partir de l'initiative associative. C'est-à-dire que il me semble que si on veut résister à cette injonction à la restructuration, et là, je prendrai à nouveau l'exemple de l'action sociale, peut-être l'une des pistes, c'est de précéder cette injonction. C'est-à-dire de voir comment des opérateurs peuvent sur un territoire se regrouper et voir comment ces regroupements peuvent être faits, parce que d'une certaine façon, on est dans un véritable paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une vision très autocratique de la part des tutelles des associations, mais en même temps, si les associations sont en mesure de véritablement reprendre la parole sans essayer finalement de toujours s'en sortir au détriment de l'association d'à côté, si à la concurrence non avouée succèdent des coopérations assumées, ben finalement le rapport de force d'une certaine façon se renverse, y compris dans les ARS. Parce que la tutelle ne peut pas faire grand-chose sans les opérateurs de terrain que sont les associations. L'un des grands drames des services aux personnes, c'est que les associations, dont on parlait tout à l'heure, mais ça serait aussi valable dans l'aide à domicile, les associations qui avaient la main, puisqu'elles représentaient 80 à 90% de l'offre au début des années 80, se sont fait manger la laine sur le dos parce qu'elles étaient dans l'incapacité de s'organiser et de se faire entendre. Parce qu'elles se sont finalement toujours placées dans l'idée qu'elles pouvaient s'en sortir mieux que le voisin. Et ces jeux de concurrence non avouée entre associations sont absolument débilitants. Et je crois que le fait d'envisager qu'elles peuvent être des pôles de regroupement au niveau territorial aujourd'hui, c'est aussi une manière de reprendre l'initiative et de faire que les associations ne soient plus considérées comme des prestataires par leur tutelle, mais puissent aussi intervenir sur la co-construction des politiques publiques, en tant qu'interlocuteurs qui finalement connaissent les problèmes qui se posent sur un territoire, sachant que l'idée que des technocrates toujours aussi éclairés que ceux que je mentionnais auparavant puissent piloter un territoire aujourd'hui du point de vue de l'action sociale, c'est vraiment délirant. Donc est-ce qu'on n'est pas finalement amené à réfléchir à d'autres agencements que l'agencement dans lequel l'administration pilote les associations, mais là on a une tradition historique en France qui est telle que c'est difficile d'en sortir. Ce qui veut dire que il y a finalement nécessité, je crois, de sortir l'enjeu de la restructuration, et c'est un peu le sens que me semble avoir perçu dans cette table ronde, de sortir la restructuration d'un enjeu techniciste, et de voir que ce qui est en jeu à travers les restructurations associatives, c'est véritablement une reformulation de ce qu'est l'association en question. Et donc, évidemment, si on réfléchit sur cette identité, sur retrouver ses racines, comme disait Philippe tout à l'heure, sur préserver sa cohérence, son identité, je crois que beaucoup d'associations le mentionnent dans les restructurations, mais je crois qu'il s'agit de savoir quels sont les outils qui permettent de le faire. Et comment, finalement, au-delà de l'idée qu'il faudrait garder son identité, quels sont les outillages en gestion, en approche de l'association, en façon de gérer finalement cette restructuration, quels sont les outils qui vont permettre véritablement de prendre en compte cette question de la légitimité et de ne pas réduire la restructuration à un enjeu organisationnel, parce que je crois que cette stratégie qui réduit les associations à des organisations a déjà prouvé qu'elle était catastrophique.